Parfait. Donc, je vais me présenter puisque ce n'est pas mon nom qui s'affiche. Corinne Pina, je suis responsable du service transition énergétique à la métropole Aix-Marseille-Provence. Désolée pour les personnes auprès de qui j'ai pu déjà faire cette introduction ce matin, mais je recommence pour les nouveaux. Nous organisons ces deux webinaires dans le cadre du plan climat. Le plan climat Air Énergie métropolitain qui a été adopté dans sa version projet le 26 septembre dernier. C'est un document réglementaire issu de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Le plan climat, en deux mots, c'est l'outil de la transition énergétique qui doit permettre d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques et d'autre part d'adapter le territoire au changement climatique. Dans notre plan climat, nous avons défini 5 ambitions à l'horizon 2050. La première ambition, c'est la neutralité carbone, suivi de la réduction des consommations d'énergie à hauteur de 50%, une couverture des consommations d'énergie du territoire par 100% d'énergie renouvelable, l'amélioration de la qualité de l'air et des nuisances sonores et l'adaptation du territoire au changement climatique. Il se décline ensuite dans un plan d'action découpé en 13 axes et 100 actions. Parmi ces 100 actions, l'action numéro 12, qui est la lutte contre les îlots de chaleur urbains, permet de traiter cette question. Je me suis perdue dans mes notes. Donc, cette action numéro 12 concerne les îlots de chaleur urbains et les solutions pour rafraîchir la ville. Au cours de ce webinaire, nous allons vous présenter des cahiers pratiques à destination des élus et des techniciens. Ces cahiers ont pour ambition d'expliquer simplement et de manière pratique ce qu'est un ICU, pourquoi et comment lutter contre le phénomène des îlots de chaleur urbains. Ces deux webinaires s'inscrivent dans un programme d'ateliers qui est organisé par la métropole dans le cadre du plan climat. Ces ateliers portent le nom de le jeudi climat et ils concernent la prise en compte du changement climatique dans les pratiques professionnelles. Je m'excuse pour ces petits cafouillages et je laisse place à la deuxième réunion. Bonne réunion à tous. Merci. Arnaud, bonjour à tous. Bonjour à tous, Coralien Vert du service transition énergétique. On va laisser la parole à Arnaud de l'ALEC pour présenter ce que fait l'ALEC, puisqu'en fait cet événement est co-organisé entre la métropole et l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat qui est située à Marseille. Arnaud, je ne t'entends pas. Arnaud? Oui. Effectivement, quelques aléas pour ce redémarrage du deuxième webinaire. Donc, l'ALEC qui co-anime ce webinaire, ces deux webinaires sur les îlots de chaleur urbains. L'ALEC, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui a été créé et soutenu par les acteurs publics locaux, tels que la métropole, la région, le département et quelques communes. Vous avez l'ALEC est membre aussi d'un réseau de d'une fédération nationale qui regroupe une quarantaine d'ALEC sur tout le territoire national. On appartient également au réseau FAIR, dont vous avez peut-être entendu parler. Les deux principales activités de l'ALEC, c'est la première est d'être opérateur du service public de la performance énergétique de l'habitat, c'est-à-dire être une interface entre le grand public, les besoins et les demandes du grand public, les acteurs privés et les acteurs publics. Donc ça, c'est une première activité. La seconde, c'est l'accompagnement des collectivités sur leur politique de transition énergétique.
Donc, une des missions les plus connues est celle de mission de conseiller en énergie partagée, qui va traiter notamment de la maîtrise de l'énergie. L'ALEC fait également des missions d'ingénierie territoriale et, par exemple, l'ALEC va aussi contribuer, tel qu'il est inscrit dans le plan climat-énergie, le plan climat de la métropole, va être un tiers de confiance pour mettre en œuvre les politiques du plan climat et va être aussi avec l'exigence de ne pas entrer dans le champ concurrentiel et de proposer des services gratuits tel qu'il est par définition dans une association de loi 1901. Donc, l'ALEC est présidée par un élu métropolitain. Donc, pour commencer tout de suite le déroulement de ce second webinaire, cette présentation se déroulera en 4 temps. La première, ça va être un rappel du cadre réglementaire par M. Yannick Robert, qui est au service évaluation environnementale de la métropole. Donc, on pourra avoir des éléments de planification, de projet urbain, de programmation, conception. On verra les premières limites aussi de ce cadre réglementaire. Ensuite, on aura une deuxième partie qui se déroulera en 2 temps. Une première sera une présentation des leviers d'action du PLUI, notamment une première partie qui sera présentée par Monsieur Axel Bonardel de l'OPA, donc qui est l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix. Donc, ça sera un volet plutôt orienté sur s'appuyer sur la nature. Et une deuxième partie qui va être présentée par l'AGAM, qui est l'homologue sur le territoire de Marseille, donc, qui sera présentée par Madame Agathe Mitton, avec le sujet de la ville perméable. Enfin, en dernière partie, on aura une intervention du CAUE 13 sur leur accompagnement auprès des communes et des particuliers. Et enfin, un temps d'échange, notamment grâce aux questions que vous aurez pu poser au fur et à mesure de la présentation. Donc, je vais passer la main à M. Yannick Robert du service de transition et d'évaluation, au service évaluation et veille environnementale. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. En fait, l'ambition de cette intervention, c'est pas de dérouler la pelote réglementaire dans l'ordre, c'est plutôt en fait d'insister sur un certain nombre de points sur lesquels il est nécessaire de mettre en œuvre certains éléments de vigilance en vue d'avoir effectivement du succès dans l'ambition qu'on se fixe dans le cadre du traitement des îlots de chaleur urbaine. Donc, le premier élément en fait qui vient à nous, effectivement, dans le cadre de la hiérarchie des normes, c'est le SRADET. Donc, le SRADET au niveau régional, évidemment, un document connu qui traite aussi de l'adaptation au changement climatique. Et donc, sur le SRADET Sud-PACA, on a effectivement un certain nombre d'objectifs et plus important de règles qui s'imposent en fait par la compatibilité au SCOT notamment, et qui viennent notamment sur la question de la nature en ville et de la charte de service sur des pôles multimodaux, traiter de cette question des îlots de chaleur urbaine. Donc on a déjà là un point d'appui intéressant qu'il s'agit ensuite de faire fructifier effectivement dans les suites des démarches de planification. Alors pour ce faire, on a évidemment d'abord le contexte général du Code de l'urbanisme qui est porté sur l'environnement par le 101-2, qui nous amène très rapidement à introduire dans tous les documents de planification des éléments favorables à l'environnement, et donc notamment aussi conjointement avec l'évaluation environnementale et l'état initial de l'environnement. Donc, il y a effectivement, pour ce faire au niveau du SCOT, la possibilité de mettre en compatibilité ces SCOT avec les SRADET. Donc, ça, c'est déjà une première possibilité. Il y a une deuxième possibilité qui est… alors, excusez-moi, parce que je ne vois que… Voilà, excusez-moi, je ne voyais pas la fin de mon slide. Il y a également la question de la possibilité, donc au niveau du SCOT, de mettre en œuvre un certain nombre de dispositions liées aux documents d'orientation et d'objectifs et qui sont gouvernées en fait par justement en général donc une logique interne systématique en fait de compatibilité avec les documents de rang supérieur. Donc ensuite vient se greffer
la possibilité donc d'utiliser le PLUI. Le PLUI, toujours selon les mêmes principes, hein, évidemment, par rapport au SCOT, avec un certain nombre d'éléments particulièrement ambitieux sur ces questions à travers notamment l'état initial de l'environnement et l'évaluation environnementale. Et au-delà de cela, il y a également les OAP, on en reparlera et certains intervenants l'ont déjà évoqué ce matin et on le réévoquera ultérieurement. Les OAP, le règlement du PLU également peut porter des ambitions fortes sur ces questions de traitement des îlots de chaleur urbains. Ensuite, vient se greffer une articulation extrêmement importante, fondamentale, je dirais vitale même pour l'ambition environnementale autour des îlots de chaleur urbains, c'est l'articulation avec l'aménagement, les politiques d'aménagement et les politiques également donc de projets urbains à travers, dans un premier temps, un outil qui est relativement peu utilisé, mais qui parfois peut l'être, c'est la déclaration de projet, qui vaut en fait souvent mise en compatibilité du SCOT et du PLU. Là, déjà, il y a un premier point de vigilance important à avoir à ce niveau-là, puisque parfois, quand donc on a effectivement en fait l'état général, l'état du projet qui le nécessite, des possibilités de refonte assez importante du PLU ou du SCOT sur ces questions environnementales. Le deuxième élément, il est plus sur une démarche, je dirais, opérationnel vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage en matière d'aménagement, c'est tout ce qui relève de la gestion des rapports entre le maître d'ouvrage et son maître d'ouvrage délégué ou son mandataire. Donc, c'est à la fois les conventions de mandat, les traités de concession également, sur lesquels il est nécessaire de se pencher pour mettre en place un certain nombre de clauses environnementales restrictives ou parfois ambitieuses et qui permettent, avec des contrôles successifs, effectivement, de limiter les difficultés je dirais, de gestion des rapports avec soit ce délégataire, soit ce mandataire. Ensuite, sur la question proprement parlée des actes autour donc du périmètre de gestion, on a la procédure de lotissement, la procédure de ZAC, on a également la possibilité de faire appel à des PUP. Je passe sur le lotissement parce qu'en général, on est dans la droite ligne, la droite file d'un PLUI. On peut s'arrêter sur la ZAC, effectivement, où il est nécessaire quand même de porter une attention sur la question notamment du dossier de création et avec notamment la question de l'étude d'impact qui est importante dans ces cas-là, et également sur le cahier des charges de cession et de concession d'usage des terrains. Ça, c'est un élément important aussi, qualitatif, je dirais, en termes de réussite sur les opérations. Et puis également la question du bilan financier, hein, qui est pas des moindres, qui est une question récurrente également sur notamment la participation du maître d'ouvrage, des communes ou de l'intercommunalité éventuellement à ce projet. Sur la partie programmation-conception, on voit la schématisation est complexe. Elle fait appel d'abord à un élément politique autour du pilotage de l'opération, donc s'assurer évidemment qu'il y a un soutien important d'un point de vue politique aussi sur ce type d'action en faveur donc, de la lutte contre les îlots de chaleur urbains. C'est également la possibilité de mettre en place un système qui est ambitieux, encadré vis-à-vis de la maîtrise d'œuvre et avec notamment des relations fortes autour donc de la gestion des marchés qui gèrent effectivement ces relations, notamment soit par concours, dialogue compétitif ou procédure négociée. On est dans le cadre effectivement du Code des marchés publics, le Code de la commande publique, et puis également la possibilité aussi de faire appel à un certain nombre de certifications qui nous permettent, in fine, à la fois d'assurer une bonne
continuation dans l'action, mais aussi d'avoir une bonne visibilité en termes de communication sur des éléments qui pourraient être considérés comme ambitieux d'un point de vue aussi communication. Voilà, bah, écoutez, j'en ai terminé sur cette partie. Et effectivement, place maintenant à des éléments un petit peu plus concrets autour notamment de la manière d'introduire ces questions dans les OAP et le règlement des PLUI, par exemple. Merci de votre attention. Arnaud, je pense que maintenant tu peux passer la main, voilà, à un autre prochain intervenant. Oui, voilà, exactement. Donc, merci à cette intervention de Monsieur Yannick Robert. Vous allez pouvoir maintenant avoir une présentation donc sur un outil, sur le PLUI comme outil réglementaire pour agir contre les ICU. Donc, je vais passer la main à Monsieur Axel Bonardel du service transition environnementale de l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix. Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si ça marche, si vous me voyez ou pas. Oui, on voit l'écran. Tu peux faire passer. D'accord, ok. Alors, j'essaie juste de prendre la main voilà, sur la présentation. Oui, donc bonjour à tous. Voilà, donc là, en gros, je vais présenter un petit peu le sujet de nature en ville et comment, à travers un PLUI, on peut favoriser cette nature en ville. Mon intervention va être découpée un petit peu en trois morceaux. C'est déjà de quoi on parle en tant que nature en ville. Après, dans une seconde partie, sur les bienfaits de nature en ville, qu'est-ce qu'elle apporte et comment cette nature peut lutter contre les ICU. Et après, je vais terminer avec un focus réglementaire sur le coefficient de biotope, qui est donc un outil réglementaire qui peut intervenir, qu'on peut inscrire dans un PLUI. Voilà, juste en préambule, pour cadrer un petit peu, et c'est un élément qui me semble important, c'est une nécessité de changement de perception par rapport à la nature. Donc, en fait, on a une perception culturelle qui est un peu en contradiction avec aujourd'hui une demande de nature, notamment une nature au quotidien, une nature proximité, et qui rentre un petit peu en contradiction. En fait, on a une perception culturelle qui est très segmentée. On a la ville et la nature. La nature est parfois connotée comme étant uniquement un espace récréatif. Il faut que ça soit qu'il y ait une vision esthétique, jolie, entretenue, fleurie. Et bien souvent, ça peut avoir une connotation négative parce que c'est un coût pour la collectivité d'entretien des espaces verts. Voilà. Et donc, à côté de ça, on a de plus en plus des éléments pour dire que la population est vraiment en demande de nature. Donc voilà quelques statistiques. Un Français sur 2 estime que la ville de demain sera végétale. 6 Français sur 10 estiment que la création d'espaces verts devrait être la priorité pour les collectivités. 8 Français sur 10 estiment important d'habiter à proximité d'un espace vert. Et la crise qu'on vient de vivre a renforcé complètement cette demande de nature. Lorsqu'on n'avait qu'1 kilomètre à faire autour de chez nous, c'était important d'avoir une nature à proximité. Voilà, donc ça c'est un premier point pour mettre un petit peu cet élément de perception qui est un petit peu contradiction ou disons qui se confronte à une demande forte de nature de proximité. Alors de quoi on parle quand on parle de nature en ville? On parle d'ensemble des espèces du vivant et leur habitat en milieu urbain. Donc en fait, cette nature, elle se distingue par un triptyque, par 3 éléments. Déjà le sol, le socle de la ville, le lieu de vie de cette nature. Donc voilà, il faut nécessairement avoir une vision en 3 dimensions. Il ne faut pas uniquement avoir une vision en 2 dimensions en plan. Il faut bien évidemment avoir cette dimension profonde sur le sol. Le deuxième élément, c'est évidemment la flore avec les strates végétales, herbacées, arbustives, arborées. Et le 3e élément, la faune. Et c'est ce triptyque-là, en fait, qui crée cette biodiversité avec une diversité des espèces, une diversité des habitats et parfois, on l'oublie souvent, mais une diversité génétique aussi par rapport à la flore ou à la faune qu'on peut retrouver. Donc voilà, donc là, c'est un peu pour cadrer voilà, de quoi on parle quand on parle de nature en ville, nature de manière générale.
Donc, en quoi cette nature peut lutter contre les ICU, contre les îlots de chaleur urbains? Donc déjà, un premier chiffre, hein, un arbre, ça capte 150 kg de CO2 par an et ça peut remplacer 5 climatiseurs. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'un arbre, grosso modo, peut apporter et peut en ville. Donc en fait, il va y avoir plusieurs éléments que la nature va favoriser. Donc déjà, un confort thermique, notamment par un rafraîchissement de l'air suite au processus d'évapotranspiration, et également par l'ombre qu'un arbre ou une végétation arbustive va pouvoir créer. Et donc, forcément, un arbre devant un bâtiment, par exemple, va l'isoler des rayonnements solaires directs et donc, du coup, va permettre à l'isolation du bâtiment. Un deuxième élément qu'apporte cette nature, et notamment la pleine terre, ça va réduire en fait le volume d'eau qui va ruisseler dans la ville. Et donc, en fait, la pleine terre, donc une surface non imperméabilisée, va capter cette eau, va la stocker, et donc du coup va réduire en fait, il va temporiser, disons, l'écoulement de l'eau sur l'ensemble de la ville. Par ce stockage, il va également conserver l'humidité et renforcer de fait le processus d'évaporation par les arbres et la végétation qui est plantée dans cette pleine terre, que cette végétation va pouvoir capter beaucoup plus. Un troisième élément, c'est évidemment l'adaptation au changement climatique. On l'a vu, plusieurs crises de canicule, de pics de pollution et maintenant une crise sanitaire. En fait, la végétation va permettre de faire tampon par rapport à ces crises-là et d'être un peu plus résilient pour supporter justement ces épisodes de crise, notamment en ville. Et un dernier élément concernant les îlots de chaleur et ce qui va permettre vraiment de lutter contre ces ICU, la nature en ville va améliorer en fait la qualité de l'air de par la captation en fait des polluants par la végétation, va favoriser en fait une filtration de l'air et donc du coup améliorer un petit peu cette qualité de l'air. Alors je mets une nuance, les études pour l'instant ont encore du mal à évaluer précisément quelle est la part en fait de la nature pour améliorer cette qualité de l'air, mais en tout cas le phénomène existe. Et également, cette nature, notamment sur une allée plantée, par exemple, va diminuer la surchauffe du sol et donc du coup va diminuer la réverbération de la chaleur stockée dans le sol. Donc ça, c'est des avantages que peut porter la nature, un des avantages que peut porter la nature en ville pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Et il me semble important aussi de continuer en disant il y a d'autres éléments en fait que la nature apporte. C'est vraiment un complémentaire par rapport à d'autres problématiques. Ça va permettre aussi de lutter contre la pollution des sols par infiltration. En fait, certaines espèces vont pouvoir capter des polluants directement et faire effet filtre, un petit peu comme la qualité de l'air. Un deuxième élément aussi, ça peut être aussi un refuge pour la biodiversité. Des fois, sur des espaces agricoles, par exemple, où on a une agriculture un peu intensive, certaines espèces ne peuvent plus se développer. En fait, la nature qu'on retrouve en ville, qui est exploitée de manière différente, va offrir ce refuge à une certaine biodiversité. Et aussi va offrir un refuge, entre guillemets, à notre aspect de la biodiversité qui est nous, va avoir un effet de bien-être et de santé, notamment visuel par rapport à cette proximité de la nature, mais aussi va pouvoir apporter du calme, va pouvoir apporter un état d'esprit de bien-être quand on va être dans un espace vert. Un autre élément, c'est bien évidemment l'attractivité de la ville. On sait qu'un logement à proximité d'un parc a plus de valeur qu'un logement qui n'a pas de parc à proximité ou qui n'a pas vue sur parc. Donc, du coup, ça va permettre aussi cette attractivité de la ville. Également, un autre point que je rajoute sur l'attractivité de la ville, ça va permettre dans une adaptation au changement climatique, les villes qui vont être très attractives demain, ce seront les villes qui comporteront beaucoup de nature et auront vraiment intégré cette nature au cœur de leur ville. Un dernier élément également, et on a vu l'importance d'avoir cette production alimentaire de proximité lors de la crise, la ville peut aussi accueillir une production alimentaire locale et permettre cette alimentation dans la ville. Voilà un petit peu, non exhaustivement, l'ensemble des effets que peut avoir la nature en ville. Et donc, une fois qu'on a déterminé de quoi on parlait, comment on appréhende cette trame verte urbaine finalement, comment on appréhende cette nature en ville. Donc, les travaux en ce moment de l'OPAR consistent à cartographier en fait cette trame verte urbaine. Alors, comme on l'a rappelé ce matin,
on est parti en fait d'une approche typomorphologique. En fait, on arrive à déterminer le tissu urbain, mais aussi on peut voir dans ce tissu urbain comment cette nature s'implante et comment le tissu urbain peut être caractérisé par cette présence de nature. Également, on va aborder la nature en ville par rapport évidemment aux espaces publics végétalisés, donc les parcs et les jardins. Et donc là, on travaille sur un indice de biodiversité qui va nous permettre de caractériser en fait ces espaces publics végétalisés comme étant des réservoirs à l'échelle de la ville, des réservoirs de biodiversité, et voir comment ils sont connectés entre eux et comment ils forment cette trame verte urbaine. Et un dernier élément sur lequel on travaille, c'est par télédétection. Donc, vous avez une illustration sur la cartographie. De repérer en fait par signature spectrale la végétation sur photo aérienne et après donc du coup décrire cette végétation qu'on retrouve en ville. Après, on a une approche aussi plus qualitative où on va travailler sur une palette végétale, donc quelle essence on retrouve sur ces espaces-là. On va pouvoir approfondir cet indice de biodiversité par des inventaires naturalistes sur certains secteurs. Évidemment, on va pouvoir faire des inventaires naturalistes à l'échelle de toute la ville, mais en tout cas, on va pouvoir compléter certains parcs, enfin certains indices par rapport à ça. Un dernier élément, c'est des préconisations par typologie d'espace. Donc ça, on en a parlé ce matin, je ne vais pas y revenir. C'est le cahier 3 du travail sur les ICU. Et en fait, cet ensemble-là va nous permettre de travailler sur un outil dans le PLUI pour mettre en place un coefficient de Blotop. Donc, je reviendrai juste après. Après, pour aller plus loin, on en a déjà parlé ce matin, c'est travailler sur SIG avec les zones climatiques locales. Monsieur Brier vous en a parlé ce matin. Et pourcentage de végétalisation par carroyage qu'on peut avoir par outil SIG. Donc, juste pour continuer, donc la première approche qu'on a eue, c'est par typomorphologie. Donc, en fait, là, on retrouve les 3 typomorphologies qui sont très sensibles en fait, aux îlots de chaleur urbains, comme on l'a montré ce matin. Donc, en fait, vous avez les centralités anciennes. Et en fait, la question, c'est où est-ce qu'on retrouve cette nature dans cette centralité ancienne? Donc là, vous allez voir, on a sur des surfaces qui sont imperméabilisées, on va la retrouver sur des pots de fleurs ou sur des façades, en fait, une végétation qui est hors sol. Mais on va aussi le retrouver sur, par exemple, la fameuse allée provençale plantée de platanes qui font les pourtours en fait des centralités. Voilà comment on retrouve dans cette typomorphologie cette nature. Deuxième élément, sur l'habitat collectif, là, on va retrouver une nature qui a plus été faite, intégrée par rapport à des éléments esthétiques. Donc, on va retrouver des cœurs d'îlots, des résidus de voirie, de parking, où on va avoir cette nature, ou des pieds d'immeubles plantés offrant des jardins privés au public. Et un troisième élément, donc le troisième typomorphologie qui est très sensible aux ICU, ce sont les espaces d'activité économique. Et là, en fait, la nature est très peu présente et en fait, elle est présente un petit peu en dernier plan. On la met de manière esthétique ou alors là où on peut rien mettre d'autre, donc entre guillemets, c'est-à-dire sur des résidus de parking. Et également, ce qu'on retrouve de plus en plus, ce sont les friches en fait qu'offrent certains espaces où là on va avoir une nature qui va reprendre le dessus, qui est un peu laissée à l'abandon entre guillemets. Et donc du coup, on va avoir cette nature qui va se développer un peu plus. Et d'ailleurs, c'est là où on retrouve parfois une meilleure biodiversité que sur des espaces des espaces gérés par ailleurs. Et donc ça, c'était l'existant. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut retrouver des espaces de conquête en fait de cette nature en ville? Donc là, vous avez un panel d'exemples. On peut la retrouver évidemment dans l'aménagement d'espaces, par exemple de vélos, de pistes cyclables. On peut le retrouver sur des jardins participatifs, aussi sur des aires de stationnement désimperméabilisées, où on peut retrouver en fait cette nature par petites touches. Évidemment des façades végétalisées, des noues paysagères, des toitures, et également assez présente sur nos villes, une reconquête par les habitants en fait des rues et une végétalisation spontanée par les habitants une végétation des rues en fait par des actions citoyennes. Voilà un petit peu tous les espaces de reconquête qui sont possibles en espace urbain.
Et donc, en fait, comment on peut favoriser en fait cette nature en ville à travers le PLUI? Déjà, il y a tous les outils de préservation, des outils de restauration et des outils de développement. Donc là, vous avez en fait un ensemble d'articles du Code de l'urbanisme qui permettent en fait de préserver. Donc, le bon exemple, c'est les EBC par exemple, ou les réglementations de protection d'arbres ou de paysages. Et en fait, un outil où je vais faire un petit focus, c'est l'article L151-22, donc les surfaces non imperméabilisées, ce qu'on appelle plus communément un coefficient de biotope par surface. Et donc, c'est cet article-là qui nous permet de mettre en place cet outil. Donc, c'est en fait, le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou écoménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville, et aussi, je rajouterais, de la développer. Donc, comment cet outil fonctionne? Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a déjà un outil qui est très présent, c'est le coefficient de pleine terre. Et en fait, le coefficient de biotope par surface vient en complément de ce coefficient de pleine terre. Donc, je vais passer un peu vite parce que c'est plutôt les diapos d'après qui sont plus intéressantes. Donc en fait, le coefficient de pleine terre qui est intéressant parce qu'il limite, il est assez facile d'appliquer, il limite l'imperméabilisation des sols. Le problème, c'est on voit par expérience, beaucoup utilisé pour non densifier un tissu urbain, et donc qui est un peu incompatible avec les tendances réglementaires actuelles. Il est utilisé surtout sur un habitat peu dense et donc du coup qui est moins sensible aux ICU, donc du coup qui n'est pas forcément un outil pour lutter contre les ICU. Le coefficient biotope a un avantage, il va un peu plus loin en fait, puisqu'en fait il va permettre d'avoir un panel de surfaces écoménageables qu'on va pouvoir utiliser pour aménager l'espace. Mais j'y viens tout de suite pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc dans un premier temps, ce qui est important dans le coefficient de biotope, c'est de créer une palette de surfaces écoaménagées. Alors, une surface écoaménagée, c'est en fait la capacité de cette surface à avoir une perméabilité avec le sol et l'atmosphère. Et donc, en fait, le niveau maximum, c'est évidemment la pleine terre, puisqu'en fait, la pleine terre permet de développer l'ensemble des strates et d'avoir une captation de l'eau pluviale, notamment assez forte. Donc, ça va être le premier point. Et on le voit dans beaucoup de PLUI, en fait, comme je disais, c'est complémentaire par coefficient de biotope, ça va être un minimum. C'est-à-dire, on va dire, vous devez à minima avoir 30% de surface de pleine terre. Et après, en fait, on va décliner à partir de ce 1, on va décliner différentes surfaces. Donc là, vous avez quelques exemples, j'en montrerai un peu plus tout à l'heure. D'autres surfaces écoménageables. Donc, par exemple, un espace vert sur dalle, en fonction de l'épaisseur de l'espace vert, il va avoir un coefficient un peu plus réduit, puisqu'en fait, ça va quand même être un espace vert, donc du coup, capter un peu plus la chaleur et moins réverber la chaleur. Mais par contre, vu qu'il est sur dalle, il ne va pas jouer son rôle d'infiltration des eaux pluviales. Et également, un espace semi-perméable de dalle, il va avoir un rôle de végétation, mais pas complètement par rapport à la pleine terre. Donc, en fait, on va avoir une déclinaison à partir du numéro 1. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, sur notre ténement, on va attribuer pour chaque surface de notre palette de surface écoaménageable, on va attribuer une note en disant, voilà, on a 30 mètres carrés de parking et 30 mètres carrés de surface de pleine terre ou 100 mètres carrés. Voilà. Et donc, du coup, on va attribuer une note qu'on va multiplier par la surface. Et à la fin, on va faire un rapport. Donc, on va faire l'ensemble de ces surfaces divisé par la surface totale. Et donc, du coup, ça va nous donner notre coefficient de biotope. Et une fois qu'on a ce coefficient de biotope, en fait, le gros intérêt, c'est qu'on va pouvoir, à partir de ce coefficient, l'appliquer de différentes manières. Donc là, en fait, vous avez un exemple qui vient de l'ORAV. Donc là, sur ces 3 images, sur ces 3 bâtis, vous avez le même coefficient de biotope, mais en fait, vous avez 3 façons différentes de l'appliquer. Vous avez la première image où on a le surface de pleine terre qui est réalisé, mais par contre, si le porteur de projet, par exemple, dit moi j'ai besoin de 2 places de stationnement, donc du coup il va enlever la surface de pleine terre, et il va compléter en fait son aménagement par une toiture végétale, par exemple, ou un parking semi-perméable pour pouvoir atteindre ce coefficient de pleine terre. Donc le gros avantage en fait de ce coefficient, c'est de donner une flexibilité en fait au porteur de projet pour aménager son espace tout en remplissant des objectifs de maintien de nature dans la ville.
Donc, ce qui est très intéressant, donc, c'est de construire cette palette végétale, puisque cette palette végétale, en fait, elle offre cette flexibilité et elle s'adapte au territoire sur laquelle on peut l'appliquer. Et donc là, vous avez un exemple, par exemple, du PLUI de Rennes Métropole, où en fait les nuanciers de verre que vous avez, ce sont des coefficients biotopes différents en fonction de la typo du tissu urbain, de la typomorphologie. Donc vous voyez que ce coefficient, on peut l'appliquer en fonction justement d'une étude précise sur le tissu urbain, en disant sur ce tissu urbain, on n'a pas de difficulté par rapport à la nature en ville, donc on va plutôt essayer de préserver cette nature. Sur d'autres secteurs où la nature est déficiente, et bien, du coup on va favoriser l'implantation de nature en ville par un coefficient un peu plus fort. Donc là, vous avez un certain nombre de palettes. Donc la nuance aussi qu'on peut avoir, c'est que le code de l'urbanisme, en fait, ne nous autorise pas, régit le droit du sol, mais ne nous autorise pas à dire c'est telle espèce ou telle essence que vous allez planter sur votre espace. Donc ça, c'est un peu la limite de cet outil. Cela dit, on peut pallier à cette limite et nous, on est en train de réfléchir à ça, sur un bonus d'aménagement écologique où en fait, on va pouvoir, si vous plantez des arbres, si vous traitez votre haie végétale avec différentes strates, si vous apportez une surface en eau, si vous faites des toitures végétales ou façades végétales, vous allez avoir des bonus en fait qui vont améliorer votre coefficient de biotope. Voilà, là encore, on va pouvoir offrir en fait aux porteurs de projets des possibilités d'aménagement qui sont multiples et donc moins figer en fait les choses par rapport à un coefficient de pleine terre qui est figé uniquement sur sur la pleine terre. Donc également, donc pour les projets futurs, évidemment, donc toutes les zones AU, on va avoir un coefficient de biotope qui va exiger cette pleine terre, il va exiger un coefficient un peu plus fort. Sur tout ce qui est rénovation urbaine, en fait, on peut coupler ce qu'a fait le PLUI de Clermont-Ferrand, notamment, on peut coupler ce coefficient de biotope par un bonus de constructibilité. Donc là, typiquement, c'est de dire, on vous offre la possibilité de construire 2 étages supplémentaires à condition que vous faites une toiture végétale ou que vous désimperméabilisiez votre stationnement en substituant la surface perméable par une semi-perméable. Et donc, du coup, favoriser finalement sur un tissu qui est existant, favoriser en fait la renaturation par cet outil. Voilà, donc en fait, pour conclure un petit peu, le coefficient de biotope offre quand même beaucoup de flexibilité par rapport à un coefficient de pleine terre. Bien évidemment, je le répète, il est complémentaire par rapport au coefficient de pleine terre. Hein. Sur plusieurs PLUI, on a constaté qu'il y a bien un coefficient de pleine terre qui donne un minimum, et après, la nuance, enfin disons, les possibilités sont offertes sur un gradient pour un coefficient de biotope. Mais il demande un changement des perceptions par rapport à cette nature en ville, au-delà d'un aspect esthétique, un changement des pratiques d'aménagement, un changement de la conception de la ville et de comment on intègre cette nature pleinement dans nos aménagements, et une évolution des modes de gestion des espaces verts pour laisser un peu plus, moins mettre d'entrants, par exemple, des choses comme ça. Et également accompagner, là vous avez un exemple sur l'image de droite, accompagner en fait des démarches citoyennes pour renaturer en fait des rues et des espaces publics de manière spontanée. Voilà, je vous remercie de votre attention et je rappelle les 3 cahiers où vous verrez un peu plus de détails sur ces éléments-là. Alors moins sur la nature en ville, mais plutôt sur le diagnostic, sur la typomorphologie et comment la nature s'inscrit dans cette typomorphologie. Je vous remercie. Donc, merci pour cette présentation de Monsieur Axel Bonardel du service de transition énergétique de l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix. Vous avez son contact qui s'affiche à l'écran. Vous pourrez retrouver ses coordonnées, notamment dans l'enregistrement de ce webinaire. On va passer à la partie suivante qui va être plutôt orientée sur s'appuyer sur le cycle de l'eau qui va être présenté par Madame Agathe Mitton, qui est donc à l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise. Et je lui passe la main et la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc moi, je vais effectivement axer ma présentation sur le thème du cycle de l'eau et de la ville perméable. Donc c'est une approche un petit peu différente de celle de la nature en ville qui vous a été présentée, mais c'est une approche qui vraiment s'inscrit en complémentarité. Et donc, je vais insister sur l'intégration de cette problématique dans un PLU, notamment dans une OAP,
afin de réduire, sous l'angle de la réduction des îlots de chaleur urbains. Donc, pour restituer un petit peu dans un contexte plus large, l'enjeu, c'est bien de restaurer le cycle naturel de l'eau en ville, c'est-à-dire de réintégrer ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire le cycle domestique qui est artificiel, tout ce qui est relatif à la captation et au traitement de l'eau, et de réintégrer ce cycle, ce petit cycle, dans le grand cycle qui correspond au cycle naturel de l'eau et qui intègre tous les phénomènes qu'on connaît de pluie, d'évaporation, d'infiltration, etc. Donc, cela va permettre, la restauration de ce cycle va permettre de créer une sorte de cercle vertueux qui va se répercuter positivement sur plusieurs enjeux. En premier lieu, la création d'îlots de fraîcheur, donc qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais pas seulement. Ça va également permettre de réduire le ruissellement pluvial et donc le risque d'inondation qui en découle. Ça va également permettre de diminuer l'impact sur les milieux récepteurs grâce à une diffusion des flux en amont et donc des pollutions. Et donc, c'est un moyen également, indirectement, de réduire les flux à traiter par les stations d'épuration. Et c'est aussi un levier indirect pour améliorer la qualité des milieux, et notamment la qualité des milieux littoraux et des sites de baignade, sachant que c'est un enjeu qui est particulièrement prégnant sur notre territoire métropolitain. Donc, c'est également, enfin, une opportunité pour contribuer un peu à la marge, mais c'est quand même important de le noter, à recharger les masses d'eau souterraines, qui sont aujourd'hui malgré tout assez peu exploitées sur le territoire métropolitain, mais dont on sait que certaines sont éminemment stratégiques pour l'alimentation future du territoire en eau potable, avec notamment la masse d'eau de la Sainte-Baume, mais pas que. Donc, l'objectif, c'est bien de faire en sorte que l'eau de pluie soit absorbée, enfin restituée au sol le plus possible. Et grâce à des mécanismes naturels d'évaporation du sol et d'évapotranspiration de la végétation, que le taux d'humidité dans l'air augmente et que le confort thermique s'améliore. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet qui vous a été largement présenté ce matin et cet après-midi. Juste une petite aparté avec le schéma que vous avez à droite. Donc, l'idée, c'est de vous montrer que la présence cumulée de l'eau et de la végétation en ville peut faire tomber la température de surface de plusieurs degrés. Donc, voilà, c'est ce qu'on voit sur ce petit schéma. Donc, comment faire pour atteindre cet objectif? C'est notamment de faire en sorte d'aménager ce qu'on appelle la ville perméable. Donc, c'est un concept qui repose sur un vrai changement de paradigme qui consiste à sortir du tout tuyau, c'est-à-dire à gérer l'eau de pluie à ciel ouvert, de l'assumer, ce passage de l'eau, et de faire en sorte que l'eau de pluie soit absorbée au plus près de là où elle tombe. Donc, l'idée, c'est de développer le plus possible des micro-stockages dans l'espace urbain, plutôt que de, par exemple, créer, ce qu'on voit le plus souvent, c'est créer des vastes bassins de rétention souterrains qui sont monofonctionnels et qui sont le plus souvent assez onéreux. Donc là, le changement de paradigme consiste vraiment à faire un travail de dentelle à une échelle assez fine et qui se prête plutôt bien au PLUI et au projet urbain. Concevoir une ville perméable, c'est aussi concevoir des espaces multifonctions dans la ville. Par exemple, des espaces publics ou des espaces de loisirs comme une place ou un terrain de sport qui peuvent remplir des fonctions de stockage temporaire des eaux de pluie grâce à un simple petit décaissement. Donc, sur le schéma que vous voyez, il présente quelques exemples d'aménagements qu'il est possible de réaliser. Donc, on est à la fois sur des espaces publics et des espaces privés. On peut à la fois travailler au sol, sur les matériaux, par exemple, en utilisant des revêtements semi-perméables, voire perméables, en végétalisant, on en a parlé tout à l'heure, et en privilégiant, lorsque c'est possible, la pleine terre, mais on sait qu'en centre urbain dense, ce n'est pas forcément évident. Donc, on peut également travailler sur les modes de faire, tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, en décaissant légèrement des espaces, par exemple des ronds-points, des places ou des nœuds, en intégrant plus de nœuds dans l'espace. On peut également travailler à l'échelle des bâtiments, notamment en exploitant les toitures pour faire de la rétention d'eau, voire du stockage. Il y a donc beaucoup de petites techniques possibles pour aménager la ville perméable. Donc là, je vous en ai présenté quelques-unes, mais il y en a bien d'autres. Donc,
Donc, pour illustrer mon propos, je vous propose 3 exemples sur le territoire métropolitain. Donc, le premier exemple se situe sur la commune de Miramas, c'est le boulevard Aubanel. C'est un axe d'entrée de ville qui est assez fréquenté et qui a fait l'objet récemment d'un aménagement assez conséquent qui a permis de créer un parc linéaire végétal et qui s'est traduit notamment par une très forte réduction des surfaces imperméabilisées de l'ordre de 80%. Donc, c'est un projet assez conséquent sur notre territoire. Les deuxième et troisième exemples que je vous propose, donc sur la commune de Saint-Zacharie et sur la place Charles de Gaulle dans l'hypercentre de Marseille, ce sont plus des exemples qui illustrent comment aménager des pieds d'arbres qualitatifs du point de vue de la gestion des eaux pluviales, avec dans le premier exemple des bandes enherbées et dans le second exemple des fosses d'arbres qui sont assez bien dimensionnées et qui peuvent aussi avoir un usage urbain avec ici la présence de bancs qui sont intégrés dans l'aménagement. Donc, un des enjeux pour aménager concrètement ce type d'espace, ça va être de traduire cette volonté dans le droit des sols et notamment dans le PLUI. Donc là, très rapidement, mais je pense que tout le monde le sait, un petit rappel sur la composition d'un PLUI, juste pour vous dire que l'OAP, l'orientation d'aménagement et de programmation, c'est bien une des pièces du PLUI qui s'inscrit dans le règlement, au même titre que le règlement écrit et les planches graphiques. Et c'est une pièce qui est particulièrement intéressante de notre point de vue pour intégrer ces problématiques de cycle de l'eau et de gestion intégrée de la ressource. Donc, pour rappel, il existe 2 catégories d'OAP. L'OAP sectorielle, qui va porter sur des territoires bien délimités, le plus souvent sur des zones d'ouverture à l'urbanisation. Et l'OAP thématique, ou l'OAP multisite, qui, comme son nom l'indique, va porter sur une thématique spécifique, en l'occurrence la ville perméable ou le cycle de l'eau, et qui va porter sur l'ensemble du territoire du PLUI. Sachant que les deux peuvent être complémentaires, puisque des principes d'aménagement qui sont énoncés dans une OAP thématique peuvent être déclinés dans une OAP sectorielle. Donc, ce qui est important de préciser, c'est que l'OAP est un dispositif qui va permettre véritablement à la collectivité d'exprimer son ambition sur un sujet. Donc, c'est donc un moyen de donner une forte visibilité à une thématique. Et en quelque sorte, c'est un outil de pédagogie et de communication. Alors, ce qui est également central dans l'OAP, c'est que ça apporte de la souplesse dans l'application de la règle, du fait qu'elle soit opposable aux opérations d'urbanisme dans un lien de compatibilité, contrairement au règlement qui est opposable dans un rapport de conformité. Donc, la compatibilité, ça signifie que pour le pétitionnaire, une application vraiment stricte de la règle, sans marge d'interprétation, alors que l'OAP, avec la compatibilité, c'est un principe de non-contrariété, c'est-à-dire que ça laisse plus de marge de manœuvre et plus de place à l'innovation pour le porteur de projet. Donc, c'est ce qui nous semble intéressant sur cette thématique. Et puis, l'OAP va apporter véritablement un complément qualitatif au règlement. On voit bien clairement que l'un et l'autre se complètent et fonctionnent ensemble. Donc, on le verra dans les exemples qui suivent après. Et pour finir, l'OAP, elle énonce des principes d'aménagement qui peuvent se décliner à la fois en prescription et en recommandation. Donc, un petit focus sur le travail en cours à la gamme. Donc, aujourd'hui, nous travaillons sur une OAP thématique sur le cycle de l'eau qui intègre pleinement les problématiques dont on vient de parler sur la ville perméable et qui répond aux enjeux de réduction des îlots de chaleur urbains. Nous, notre objectif, c'est vraiment de bâtir pour la métropole un socle de travail qui pourrait à terme venir enrichir certains des PLUI du territoire métropolitain. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur différentes pistes pour intégrer ces principes dans l'aménagement avec quelques grands impératifs, quelques contraintes que nous nous sommes imposées. Donc la première, c'est qu'on souhaite que ces principes d'aménagement soient vraiment applicables sur les territoires, qu'ils ne soient pas déconnectés du contexte, qu'il s'agisse du contexte géographique, climatique, mais aussi des pratiques. Le second impératif, c'est un point qui nous semble très important, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on n'est pas dans un guide de bonne pratique.
il y a vraiment une dimension prescriptive qui doit primer, qui est très importante. Donc, on essaye de s'attacher à privilégier la dimension prescriptive par rapport aux recommandations. Pour autant, la dimension pédagogique, on sait qu'elle est fondamentale, car on l'a vu, on est vraiment dans un changement de paradigme et de bonne de fer. Donc, il faut savoir expliquer concrètement les objectifs, les enjeux, les règles qu'on souhaite appliquer, à la fois pour le pétitionnaire, mais aussi pour l'instructeur du permis de construire, parce que l'idée, ce n'est pas de faire une usine à gaz, c'est de faire quelque chose qui est facilement, qui soit opérationnel et facile à appliquer. Donc, pour ce faire, l'idée, c'est de donner à voir à travers de nombreux petits schémas, des petites photos. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de réaliser. Et puis, pour finir, il y a une dimension, je l'ai déjà évoquée précédemment, de complémentarité avec une articulation très importante avec le règlement et un jeu d'aller-retour incessant entre règlement et OAP. Donc, pour illustrer un peu mon propos sur cette complémentarité, quelques exemples, quelques petits zooms sur des outils dont on a parlé. Donc, c'est bien, ça fait la complémentarité. Donc, le premier, c'est la pleine terre. Donc, je vais passer rapidement parce qu'on vous en a parlé. Donc, le règlement écrit peut imposer un pourcentage de pleine terre à atteindre à l'échelle de la parcelle. Donc, ça, c'est le règlement qui s'empare de ce sujet. Et l'OAP thématique, elle peut venir apporter une dimension vraiment qualitative. Et notamment, elle peut venir définir des principes d'aménagement sur, par exemple, ce qui relève de la localisation préférentielle de la pleine terre sur la parcelle. Par exemple, une pleine terre qui soit d'un seul tenant, une pleine terre qui soit en continuité des espaces de pleine terre existants, etc. En ce qui concerne le coefficient de biotope par surface, donc là, c'est quand même plus un outil qui concerne le règlement écrit. Mais l'OAP thématique peut venir vraiment apporter une complémentarité qualitative, là encore, notamment en guidant le choix en matière de matériaux et de revêtements en fonction du coefficient de ruissellement, c'est-à-dire du degré de perméabilité, de l'usage souhaité ou encore, pourquoi pas, de la forme du bâti. En ce qui concerne maintenant la gestion pure et dure des eaux pluviales, donc le règlement écrit, classiquement, il peut demander à ce qu'un certain niveau de pluie, décennale, trentenale, etc., soit infiltré en totalité à l'échelle d'une parcelle. L'OAP thématique eau, elle peut venir encore une fois apporter un complément qualitatif et elle peut par exemple prescrire que l'écoulement des eaux de ruissellement soit orienté préférentiellement vers les espaces de pleine terre et qu'une gestion gravitaire soit privilégiée. Donc là, sur la droite, vous avez un petit schéma qui est issu de l'OAP trame verte et bleue du PLU de Nantes, qui est une OAP qu'on affectionne particulièrement parce qu'on trouve qu'elle est assez bien élaborée et les petits schémas que vous voyez sont assez bien faits. Donc, c'est ce type de petits schémas qu'on pourrait retrouver dans une OAP thématique cycle de l'eau ou ville perméable. Et pour finir, toujours dans la logique de gestion des eaux pluviales, l'OAP pourrait venir apporter un complément, donner à voir et guider la mise en place pour tout ce qui est relatif aux techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, que ce soit des techniques d'infiltration ou de stockage-restitution des eaux pluviales. Donc là, vous avez deux exemples qui sont issus des fiches techniques Adopta, qui sont la noue d'infiltration simple et la tranchée d'infiltration. Donc, deux dispositifs possibles, il en existe beaucoup d'autres, pour répondre à la prescription du règlement. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour cette présentation et cette intervention donc, de Madame Agathe Mitton de l'Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise. Donc, vous avez de nouveau son contact qui s'affiche à l'écran et que vous pourrez retrouver donc, par la suite. On vous diffusera donc les supports. On arrive à la dernière partie qui sera présentée par Madame Emmanuelle Lotte, qui est architecte urbanisme au CAUE 13. Sur donc, cette partie qui sera sur l'accompagnement du CAUE pour une ville qui s'adapte au changement climatique. Juste pour information, on a à peu près juste 10 minutes de retard, enfin de décalage, on va dire. Et donc, voilà, je passe la main à Madame Emmanuelle Lotte. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait.
Vous m'entendez? Alors, attendez, par contre, je n'arrive pas, j'ai l'impression, voilà, à passer les diapos, donc tout va bien. Donc, moi, de mon côté, je vais vous exposer à travers quelques exemples comment le CAUE peut accompagner les collectivités et les particuliers pour contribuer, on va dire, à notre échelle, dans le cadre de projets d'aménagement, à la lutte contre les ICU. Alors, ici, vous voyez une carte simplement pour vous rappeler que nous, on a des missions d'intérêt public pour la promotion de la qualité architecturale, urbaine et environnementale. Et moi-même, je m'occupe à la fois du conseil aux collectivités et de la coordination des architectes au conseil sur ce territoire rose que vous voyez. Donc, ça représente à peu près une trentaine de communes dans le département. Alors, comment nous, on aborde cette problématique de la lutte contre les ICU? On va dire que le CAUE, de par ses missions pour la qualité architecturale, urbaine et environnementale, on l'aborde de façon transversale avec les élus, en mettant à chaque fois en évidence les co-bénéfices pour la qualité du cadre de vie et son amélioration que peuvent apporter à la fois tout ce qui concerne évidemment la performance énergétique du bâti, la désimperméabilisation des sols, on en a parlé, la nature en ville et la présence de l'eau. Ce sont finalement pour nous, dans notre dialogue avec les élus, de nouveaux matériaux de projet avec lesquels il va falloir se familiariser et composer pour une ville qui soit plus agréable et qui s'adapte au changement climatique. Alors, premier levier, attendez, ça va trop vite. Premier levier que vous avez, puisque je crois qu'il y a essentiellement des techniciens ici. Le premier levier d'action, c'est évidemment, on en a parlé aussi dans le cadre de l'aménagement d'espaces publics. Alors, on a parlé aussi ce matin des espaces particulièrement sensibles et vulnérables qui étaient les cœurs des centres anciens, où effectivement, il va falloir ici concevoir des aménagements d'espaces publics méditerranéens qui soient confortables. On a heureusement, c'est ce que montre ce petit schéma finalement, tous les outils qui sont à notre disposition dans les centres anciens. On a à la fois une tradition de la présence de l'eau qu'il s'agira de valoriser parce que c'est un vrai patrimoine. On a des bassins, on a des fontaines, on a des canaux aussi. On a bien sûr cette pierre qui est omniprésente, des cœurs des centres anciens des Bouches-du-Rhône sont à dominante minérale. Et là, il va falloir certainement améliorer les choses pour rendre ce sol minéral un peu plus perméable. Et puis, bien évidemment, on l'a vu tout ce matin et avec la présentation de l'OPA, tout le travail sur l'ombre, la lumière, à travers la végétation dans l'espace public, qui doit ici s'enrichir parce qu'on a essentiellement une tradition d'alignement d'arbres, mais on l'a vu, il va falloir développer une nouvelle palette de végétalisation dans des petits espaces aussi en ville. Alors, attendez. Voilà, ça veut donc dire que, évidemment, comme tous ici, finalement, on parle des choses que vous venez de raconter juste avant, c'est-à-dire qu'on va parler aux élus de l'utilisation de matériaux clairs qui ont un albédo élevé. On va essayer finalement de retrouver, donc bien sûr perméables, on en a parlé aussi, de retrouver des espaces plantés dans des petits espaces, peut-être à l'avant des façades, de retrouver aussi en pied des arbres, on a vu des images présentées par la gamme aussi, des plates-bandes plantées qui vont désimperméabiliser les pieds d'arbres, et puis aussi planter et finalement investir et planter les délaissés urbains. On l'a vu également dans tous les espaces dits bâtiments collectifs que nous a montré l'OPA aujourd'hui pour, d'un point de vue urbain, redonner envie aux gens de réinvestir les centres anciens. Alors, on accompagne aujourd'hui, on va accompagner les communes qui souhaitent mettre en place un programme d'action pour contribuer à cette lutte ICU, rendre cette ville perméable, développer la nature en ville et la biodiversité et solliciter sur cette base l'aide à la Provence verte du département des Bouches-du-Rhône. Alors, 2 mots sur ce dispositif d'aide à la Provence verte. C'est une aide qui va s'adresser
aux communes qui vont utiliser la nature comme élément de confort climatique. Vont être concernés notamment tous les travaux et aménagements extérieurs contre les îlots de chaleur, comme la rénovation d'ensemble des cours d'école, la création d'oasis de fraîcheur en centre-ville, la désimperméabilisation des sols et la végétalisation des parkings, l'aménagement de surfaces végétalisées, à la fois sur les murs avec les végétaux, les toitures, la remise à ciel ouvert des canaux, et puis des travaux permettant des arrosages en eau brute ou de récupération. Il y a d'autres éléments, mais concernant la lutte contre les îlots de chaleur, c'est à peu près ce que ça comprend. Pardon. Et dans ce cadre-là, nous, on va accompagner les élus qui le souhaitent pour essayer de définir en fait un programme d'action cohérent et ne pas avoir uniquement cette logique de guichet qui va faire qu'on va demander une aide à la Provence verte qui est en plus, somme toute, une aide relativement limitée puisque elle est plafonnée à 300 000 € par an par commune pour les communes de plus de 10 000 habitants et 200 000 € pour les communes de moins de 10 000 habitants. Donc, en fait, on va essayer, sur la base d'un état des lieux, on va dire succinct, du potentiel de désimperméabilisation, végétalisation d'un quartier, d'un îlot. Bien sûr, ce ne sera pas à l'échelle d'une commune. On va essayer de voir comment on peut construire avec les communes un programme d'action autour de cette palette d'actions dont vous avez tous parlé auparavant. Comment on va pouvoir désimperméabiliser peut-être les zones d'activité, replanter les parkings, récupérer mieux les eaux de toiture pour l'arrosage des espaces publics, ombrager, désimperméabiliser des cours d'école, verdir aussi des voies de lotissement, ça c'est aussi un enjeu, et on va voir comment on va pouvoir définir avec les élus des priorités et un phasage. Dans ce cadre-là, on en a parlé aussi tout à l'heure, il y a une action finalement très simple que vous pouvez mettre en œuvre, c'est tout ce qui concerne les dispositifs de microfleurissement en pied de façade, de plantation des pieds d'arbres qui permettent de rafraîchir et en même temps de valoriser les centres anciens et qui, comme on parlait de co-bénéfices, permettent à la fois d'embellir la rue, d'améliorer la qualité de l'air, d'offrir un refuge et une nourriture pour les insectes et les oiseaux, et aussi tisser du lien avec ses habitants. Alors, bien sûr, il y a des dispositifs de permis de végétaliser. Nous, le CAUE, on peut accompagner ou encadrer une partie de ce dispositif en travaillant, par exemple, sur des palettes végétales qui permettent de décliner ou de donner un cadre à ces actions des habitants pour que ça soit dans le respect, on va dire, de l'identité des villages et puis décliner une palette pour jardins secs. Vous pouvez également consulter les fiches conseils qu'on a réalisées, des fiches conseils à destination des particuliers, dont la fiche qui s'appelle « Devant la maison », dont vous voyez ici un extrait, et qui donne des recommandations sur la valorisation de ces espaces de devant, et dans laquelle, évidemment, la lutte contre les ICU est intégrée. Vous voyez ici, vous pouvez retrouver toutes les fiches conseils sur notre site CAUE qui apparaît en bas de diapositive. Alors, pardon, je vais trop vite. Un autre levier d'action que vous avez, c'est lorsque vous concevez l'aménagement d'écoquartiers ou l'aménagement de quartiers durables. Nous, on peut être amené à accompagner les communes dans tout ce qui est les réflexions préalables ou la programmation de ces quartiers durables pour créer en fait des outils de débat des élus qui leur permettent de visualiser et de choisir des principes d'aménagement, de discuter entre eux de la forme urbaine du futur quartier. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, à un moment donné, on va parler de principes d'aménagement des espaces publics, des espaces communs, des espaces privés, établir de la forme urbaine, bien sûr, et des recommandations de qualité architecturale, urbaine et environnementale. Ici, vous voyez un exemple d'une planche de recommandation sur une des communes dans lequel
on intègre des recommandations sur à la fois le choix de matériaux clairs, la plantation des espaces piétons, toujours ces mêmes thématiques dont on a parlé tout à l'heure. Idem sur l'aménagement des espaces de stationnement, où là, il y a un véritable enjeu de désimperméabilisation, puisque on a quand même aussi dans certains quartiers des nappes d'enrobés énormes qu'il va falloir, on va dire, transformer, reconquérir. Par exemple, là où la voiture est maintenue, finalement, il y a possibilité à la fois de désimperméabiliser, mais d'apporter une plus-value, c'est-à-dire la voiture, elle est intégrée dans des espaces partagés où les piétons et les modes doux deviennent prioritaires, les aménagements sont soignés et l'imperméabilisation, finalement, elle peut être réduite aux seules voies de circulation. Les places de stationnement, elles peuvent être traitées en matériaux perméables dont la gamme nous a montré tout à l'heure toute une palette plantée et fractionnée par des nous d'infiltration. Enfin, à l'échelle du bâtiment, du bâti et des formes urbaines, pour lutter contre les ICU, finalement, il faut des choses simples, concevoir une architecture méditerranéenne bioclimatique, économe en énergie et qui va rechercher la meilleure adaptation avec le lieu et le climat. Trop longtemps, finalement, on s'est rendu compte que les réglementations privilégiaient essentiellement la question du confort d'hiver. Nous, dans les Bouches-du-Rhône, on va aussi permettre de travailler ou renforcer cette notion de confort d'été pour rafraîchir les espaces l'été. Alors pour cela, on a différents outils très simples qui sont déjà de favoriser des logements traversants, de maximiser les ouvertures au sud qui permettent de capter un maximum d'éclairage naturel à l'intérieur du logement, et puis bien évidemment de les protéger par des systèmes de volets, de brise-soleil, de treilles, d'espaces végétalisés, de renforcer les espaces extérieurs et de créer des masques. Donc tout est illustré synthétiquement dans ce petit schéma. Et puis, dans le cadre de ces aménagements, on a parlé du pourcentage de pleine terre, de biotopes, évidemment, d'avoir vraiment là, sur les scénarios, il y avait une comparaison qui était faite sur le pourcentage de pleine terre qui était effectué, donc, pour essayer de maximiser ce pourcentage. On a d'autres outils, mais là, je vais passer très vite. Là, on en a parlé ce matin avec Monsieur Robert, c'est qu'on peut intégrer des recommandations dans les cahiers des charges de cession de terrain, ou on peut aussi avoir une action de type, on va dire, urbanisme négocié et conseil dans le cadre de chartes promoteurs ou aménageurs quand les communes sont partantes. Alors, vous avez, et ça nous permet comme ça de décliner là aussi tout un tas de recommandations pour les logements traversants, la création d'îlots de fraîcheur, toujours les mêmes thématiques finalement qu'on va retrouver dans ces documents qui peuvent être des outils intéressants. Voilà. Et enfin, je vais terminer en parlant d'un autre champ d'action sur lequel il faut renforcer cette lutte contre les îlots de chaleur urbains, c'est tout le volet conseil aux particuliers. Donc aujourd'hui, on a 102 communes du département qui disposent d'un architecte conseil en commune, donc qui reçoivent les particuliers en amont de leur permis de construire pour les conseiller et qui donnent un avis sur les autorisations d'urbanisme. Donc, dans ce cadre-là, il y a là aussi une marge de progression à avoir. Alors, je passe la diapositive. Ce qu'on essaye de faire, bien évidemment, avec les particuliers, c'est autant que faire se peut promouvoir une architecture bioclimatique qui permette d'éviter le recours aux climatiseurs systématiques. Parce que ça, c'est très difficile. C'est la première des choses qu'il va falloir expliquer et renforcer. Être attentif au confort d'été avec tous les éléments, volets, brise-soleil, treilles plantées. L'inertie des matériaux aussi est très importante.
les toitures végétalisées, la ventilation naturelle des logements, pourquoi pas par des lanternaux, éviter l'asphalte et le bitume en pied de façade, désimperméabiliser et planter les parcelles. Parce qu'en fait, il y a vraiment une marge de progression à avoir sur le contenu des autorisations d'urbanisme et notamment sur tout ce qui est le volet paysager. C'est-à-dire qu'on finit par regarder finalement le bâti. Et maintenant, je crois qu'avec tous les outils qu'il va y avoir sur les coefficients de biotope et autres, il va falloir qu'on soit beaucoup plus exigeant sur l'aménagement de ces parcelles, sur la façon dont, parce que dans les espaces périurbains, on voit trop souvent des espaces, même à l'intérieur des parcelles, qui sont totalement imperméables. Excusez-moi, on va juste essayer d'arriver à la fin assez prochainement pour laisser un tout petit temps d'échange quand même. Et sachant qu'on laisse bien sûr vos coordonnées, vous pourrez vous adresser au CAUE et à chacun des participants. Vous aurez les supports de présentation, vous retrouvez tous les liens et vous aurez l'enregistrement aussi de ce webinaire. Donc, je vous redonne la parole. Voilà, j'avais terminé. Je voulais juste dire qu'on est en train de développer 15 nouvelles fiches conseils à destination des particuliers qui vont parler cette fois des paysages périurbains, donc comment construire, agrandir dans les espaces périurbains. Et il y a notamment une série de fiches que vous découvrirez, une maison en Provence, la maison bioclimatique, stationner, vivre dehors, l'aménagement des clôtures, qui bien évidemment intègre cette problématique. Comme voilà, j'ai terminé. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation donc, de Madame Emmanuelle Lotte, qui est architecte urbaniste au CAUE 13. Vous avez son contact. Nous allons reprendre maintenant si vous avez quelques questions. Mais a priori, il y a un certain nombre de questions qui ont été répondues au fur et à mesure dans la partie commentaires, conversation de Zoom. Donc, je vais laisser la parole à la métropole et au service transition énergétique. Oui, merci Arnaud. Oui, on a répondu à déjà quelques questions. On répondra aux autres, évidemment, par mail ultérieurement. Peut-être 2 questions destinées à Axel plus particulièrement. Donc, une question sur le coefficient de biotope qui est quels seuils de coefficient de biotope sont retenus pour la bonification? Et une autre question qui est, et remarque aussi, quid du devenir des espaces végétalisés en toiture et en façade chez les particuliers ou au sein d'un même espace économique? Quelle garantie du maintien du coefficient de biotope de surface? Axel, okay. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Ok, alors du coup, pour la première question, qui est, si je comprends bien, à partir de quel niveau on peut avoir un bonus de constructibilité, à partir de quel niveau de coefficient de biotope on peut avoir un bonus de constructibilité. Donc, en fait, ce bonus est appliqué sur le PLUI de Clermont-Ferrand. Alors, j'ai pas les détails exactement de comment ils l'ont, sur certains secteurs comment on l'a appliqué. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est justement de contextualiser en fait ce coefficient biotope avec ce bonus de constructibilité. Comme je l'ai montré dans la présentation, c'est que ce coefficient, on va pas appliquer le même taux en fonction du tissu urbain et surtout en fonction de l'action qu'on veut y mener en termes de renaturation. Donc sur un secteur, par exemple, en requalification urbaine ou en rénovation urbaine, où on a une carence, on a regardé notre trame verte et on identifie qu'on a une grosse carence en termes d'espace vert au niveau du site et on est loin d'espaces publics ou de parcs ou de jardins. En mettant un taux adapté, on va pouvoir justement faire un peu de la couture et vraiment voir quel taux on va mettre pour pouvoir donner ce bonus de constructibilité. Voilà, donc je sais pas trop si j'ai répondu à la question, mais en gros voilà, c'est l'avantage du coefficient, c'est qu'on peut l'adapter au tissu, d'où l'intérêt de faire une étude typomorphologique assez précise et de cartographier cette trame verte urbaine et de la décrire de manière assez précise pour pouvoir adapter vraiment notre coefficient en fonction du tissu et de l'action qu'on veut y mener.
Et alors, je veux bien que tu me redonnes la deuxième question, parce qu'entre-temps, je l'ai bien sûr. Donc, la deuxième question, c'est quid du devenir des espaces végétalisés en toiture et en façade chez les particuliers ou même au sein d'espaces économiques? Quelle garantie du maintien du CBS? Oui, alors en effet, ça c'est une question importante, mais c'est comme j'ai envie de dire, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que dans le code de l'urbanisme, il y a des règles. Au moment du permis, des choses sont autorisées ou pas, et après, voilà, le fait que ça soit respecté, ou par exemple, on lui donne un bonus de coefficient Biotop parce qu'il a planté, le pétitionnaire a planté 2 arbres d'essence locale qui permet d'améliorer son coefficient. Si 10 ans après il le coupe, ou 2 ans après il le coupe, bon évidemment, voilà, c'est un peu le problème après Oui, il y a un micro qui est branché, donc je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir ou pas. Et après, en effet, la question qui est, et c'est ce que je mettais en introduction, la question qui est importante aussi par rapport aux toitures végétalisées, par exemple, ou notamment spécifiquement au milieu méditerranéen, c'est que des toitures végétalisées, ici, avec ce climat, on va avoir des toitures qui vont être peut-être vont roussir un petit peu l'été, enfin, vont perdre leur couleur verte en fait, et donc du coup on a une acceptabilité de la population qui est un peu négative, hein, en disant voilà, c'est un site qui est pas entretenu, c'est un site qui est mort, voilà, mais ça c'est vraiment un problème de perception et de culture et un peu de pédagogie, de dire non, une pelouse méditerranéenne l'été, elle est jaune, elle est pas verte, c'est comme ça, c'est notre climat qui est comme ça, et en fait c'est pas parce que une toiture est comme ça qu'il n'y a pas de biodiversité. Voilà, mais en tout cas, il y a plusieurs sortes de toitures végétalisées qui sont possibles en fonction, évidemment, du substrat, de l'épaisseur du substrat, et évidemment de ce qu'on y met. Est-ce qu'on arrose au goutte à goutte? Est-ce qu'on n'arrose pas au goutte à goutte? Voilà, il y a un certain nombre de possibilités en fait en toiture végétalisée. En tout cas, la question de la perception, en fait, moi, me semble importante. De changer de culture et de dire en fait un espace vert en milieu urbain, c'est pas forcément que pour faire joli, et il faut pas que ce soit que des fleurs, et voilà, il faut que ce soit un ensemble. Voilà. Merci Axel. Je vais laisser la parole peut-être 2 minutes à Yannick Robert qui va conclure ce webinaire. Je vous remercie. Ce sera vraiment les mots de la fin, parce qu'effectivement, on a un peu débordé sur cette partie. En fait, moi, ce que je ressens après une heure d'entretien, c'est effectivement une grande complémentarité dans les propositions des uns et des autres. L'idée, effectivement, d'avoir un coefficient de biotope par surface qui vient compléter, en fait, un indice de biodiversité ou un coefficient de pleine terre, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Cette relation aussi entre l'OAP et le règlement, avec une partie prescriptive importante aussi, et vraiment gage de qualité sur en fait la rédaction des documents. Et enfin, la possibilité effectivement aussi de multiplier en fait les relais à travers notamment, par exemple, une organisation comme le CAUE permet effectivement aussi d'élargir un petit peu la palette d'intervention des urbanistes au regard en fait de l'environnement à traiter. Donc, je dirais que, effectivement, en fonction de la nature des questions que l'on a, on peut aussi se poser la question de l'opérationnalité et derrière du projet urbain. Donc, je pense que l'étape suivante, ce sera effectivement de valider un certain nombre d'éléments autour du projet urbain et la manière, effectivement, de le rendre plus qualitatif. Donc, j'espère qu'effectivement, on sera dans le faire rapidement, et on restera vigilant effectivement sur cette question, et effectivement, pourquoi pas repartager ce temps d'échange avec vous sur ces questions. Merci. Merci à tous. Donc, on va donc arrêter cette diffusion et vous transmettre les documents prochainement. Merci à tous. Merci, au revoir et bon après-midi. Au revoir.